Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur France 24. Il est 13h à Paris, 7h du matin à Washington depuis la Maison-Blanche. Donald Trump a déjà posté quelques tweets, le président américain qui montre des signes d'impatience aujourd'hui. Les négociateurs iraniens, dit-il, devraient retrouver leur sérieux et vite. Au 27e jour de conflit au Moyen-Orient, le chef de la Maison-Blanche continue d'affirmer que Téhéran négocie en secret malgré ses démentis. En cas d'échec, Trump promet de semer l'enfer dans la région. Et si les discussions échouaient, que se passerait-il exactement? On va poser la question dans quelques instants à notre invité du jour, c'est Thierry Coville. Bonjour, bienvenue sur ce plateau, merci d'être avec nous. On jette un œil tout de suite au sommaire du jour. Derrière l'image, je vous donne rendez-vous à 14h30, heure de Paris. Nous vous parlerons de Gaza, où les Palestiniens qui avaient fui la guerre vers l'Égypte peuvent de nouveau rentrer, mais au compte-gouttes depuis le 2 février dernier. Pour cela, ces réfugiés palestiniens doivent franchir le passage de Rafah au sud de l'enclave palestinienne, puis plusieurs checkpoints. Certains sont tenus par l'armée israélienne, mais d'autres groupes armés semblent aussi intervenir. On décryptera évidemment cette image d'ici la fin de cette émission. Et Donald Trump visiblement de plus en plus matinal. À peine le jour levé sur la côte est américaine que Trump s'impatientait sur son réseau Truth Social. Les invectives s'accumulent sur sa page de profil en direction de la cible du moment. J'ai bien sûr nommé l'Iran. Les négociateurs iraniens feraient, dit-il, mieux de retrouver rapidement la raison avant qu'il ne soit trop tard. En cas d'échec, Trump a déjà menacé Téhéran, je cite, de l'anéantir. Des soldats d'élite américains sont d'ailleurs en train d'être déployés dans la région. 3000 parachutistes de la 82e division aéroportée sont attendus demain dans le Golfe. Se dirige-t-on vers une sortie de crise ou plutôt vers une escalade? La guerre imposée à l'Iran par les États-Unis et Israël pourrait connaître une inflexion majeure d'ici au 28 mars. C'est samedi, date du second ultimatum fixé par Washington. On va évidemment décrypter cette séquence et ces derniers développements avec vous, Thierry Coville. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'ERE, spécialiste de l'Iran. Je vais donner cette date en introduction, 28 mars. Ce sera donc samedi. Ça fera un mois que l'offensive israélo-américaine a été lancée sur l'Iran. La fin du bras de fer est-elle proche, selon vous ? Alors, il est clair que du côté iranien, il faudra bien un moment qu'ils négocient avec les Américains. D'un autre côté, vous y faisiez référence, quand on voit les 15 points, enfin les fameux 15 points que Donald Trump aurait proposés aux Iraniens, en fait, maintenant, il n'y a absolument aucun changement par rapport à ses positions traditionnelles. Ça ressemble même aux 12 points qu'avait énoncé Mike Pompeo, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2019. Donc, c'est impossible pour les Iraniens d'accepter ces 15 points, surtout après la résistance qu'ils ont montrée depuis un mois. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à saisir Donald Trump. D'un côté, manifestement, il veut négocier. Je pense qu'il se rend compte que ça ne va pas aussi bien que ce qu'il prétend. C'est à peu près la seule certitude qu'on a aujourd'hui. Trump a envie d'en finir. Voilà, ça c'est très clair. D'un autre côté, c'est toujours pareil avec la façon dont il s'y prend. D'après ce que j'entends d'Iran, les 15 points, non. Enfin, je veux dire, eux, ils ont donné... Alors, chacun y va. Dans ces cas-là, on commence par des positions plutôt maximalistes. Du côté iranien, ces positions maximalistes qui demandent l'assurance qu'ils ne seront pas réattaqués, des dommages de guerre, enfin, toute une série, que la guerre aussi s'arrête pour tous leurs proxys, etc. Donc, ils ont des demandes maximalistes. Mais les 15 points que Donald Trump propose, notamment l'arrêt de l'enrichissement d'uranium en Iran, des limites au programme balistique, c'est impossible pour l'Iran d'accepter. C'était déjà impossible avant les négociations, et là il repose la même question alors qu'il s'est quand même passé un mois de guerre. Donc on a quelquefois du mal à le suivre il ne pourra jamais avoir un accord avec ces points-là. Alors on va regarder où est-ce qu'on en est justement de ces discussions que Téhéran dément toujours tenir avec Washington. Trump chaque jour apparaît sur les écrans de télévision affirmant effectivement que le régime discute et souhaite convenir d'un accord. Le point tout de suite en image avec Nicolas Chamantin. Regardez. Dans un entretien télévisé, le chef de la diplomatie iranienne avertit « La République islamique veut mettre fin à la guerre, mais selon ses conditions ». À l'heure actuelle, notre politique est de poursuivre la résistance et de continuer à défendre le pays. Nous n'avons pas l'intention de négocier. Jusqu'à présent, aucune négociation n'a eu lieu. Téhéran reconnaît simplement un échange de messages à travers ses pays alliés.
Une référence au plan de paix américain transmis à l'Iran par le Pakistan et rejeté par le régime selon la branche anglophone de la télévision d'État. Pour Abbas Araghchi, le fait que les États-Unis parlent de négociations constitue déjà une preuve de leur défaite. Plus tôt, la Maison-Blanche avait menacé la République islamique. Si l'Iran refuse d'accepter la réalité actuelle, s'ils ne comprennent pas qu'ils ont été vaincus militairement et qu'ils continueront de l'être, le président Trump s'assurera qu'ils soient frappés de manière plus dure qu'ils ne l'ont jamais été. Le président Trump ne bluffe pas et il est prêt à déchaîner l'enfer. Contrairement à Téhéran, Washington assure que les discussions continuent pour mettre fin à la guerre. Dans le même temps, Israël, allié des États-Unis, a annoncé des frappes sur la capitale iranienne. De son côté, l'Iran a aussi lancé de nouvelles attaques contre Tel Aviv et plusieurs bases américaines dans le Golfe. Le secrétaire général des Nations Unies s'alarme d'un conflit hors de contrôle. Thierry Coville, Washington répète chaque jour que les Iraniens discutent, ils négocient, dit-il, et ils veulent absolument conclure un accord, mais ils ont peur de le dire. Est-ce que ça vous paraît plausible? Est-ce que c'est dans l'intérêt des Iraniens aujourd'hui de reconnaître qu'ils discutent avec notamment cette délégation américaine, Jared Kushner, Steve Witkoff ou encore le chef de la diplomatie américaine? Moi, c'est pas du tout ce que j'entends du côté iranien. Si vous voulez, s'il y a des négociations secrètes, alors là, moi, je suis commission secrète, je suis incapable de savoir. Ça, c'est une possibilité. Mais d'après ce qu'on sait, comme ça a été dit dans votre reportage, il y a une médiation. Entre parenthèses, pour quand même regretter que les Européens sont complètement absents. Une médiation organisée par le Pakistan. Qui joue le rôle de médiateur aujourd'hui. L'Égypte, la Turquie et la Norvège. Et donc, à travers cette médiation, il y a effectivement des messages qui ont été envoyés, parce qu'une médiation, voilà, c'est discuté entre les deux parties. Et ce fameux plan de 15 points, donc on ne connaît rien, mais c'est la presse, je crois que c'est la presse israélienne qui l'a révélé. Donc là, ça, on en est sûr. Mais c'est un peu difficile de le suivre, Trump, parce que on sent bien que toutes ces déclarations, c'est pour montrer vraiment qu'il cherche une porte de sortie. Qui se voit bien que ça ne va pas aussi bien que ce qu'il prétend, donc il cherche une porte de sortie. D'un autre côté, la réponse iranienne, il faut bien reconnaître qu'ils étaient en train de négocier. Et donc, ce qui achoppe depuis des années, c'est la question de l'enrichissement d'uranium. Donc l'Iran veut que ce droit à l'enrichissement d'uranium soit reconnu. Donald Trump est persuadé que s'il laisse l'Iran enrichir l'uranium, c'est la porte ouverte à la bombe atomique. Donc c'est sur ce point que ça achoppe. Et donc maintenant, il envoie 15 points. C'est une drôle de manière de négocier quand même. Peut-être la méthode de Donald Trump. Il envoie 15 points et donc en disant sur ces 15 points, plus d'enrichissement d'uranium en Iran. Donc, et puis plus de programme balistique. Enfin, des points qui sont absolument impossibles pour l'Iran d'accepter. Ou bien c'est une reddition. De leur côté, si vous voulez, faut dire que du point de vue iranien, c'est quand même, ils ont résisté à cette attaque, mais évidemment avec des pertes lourdes, mais ils ont résisté et on les voit mal céder maintenant. Par contre, ce qu'on entend aussi, c'est que, c'est un peu ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères Al-Araghchi, c'est effectivement, s'ils ont une porte de sortie acceptable compte tenu de leur résistance, etc., qu'on reconnaisse leur droit à l'enrichissement d'uranium, ça pourrait changer, mais pour l'instant, c'est pas possible pour eux de négocier dans ce cadre-là. Vous vous étonnez de la façon dont Trump négocie. Nous, ça nous rappelle quand même fortement quelque chose. Une liste avec des points comme ça à avancer. Vous parlez de reddition presque imposée. Ça nous rappelle quand même les discussions engagées entre l'Ukraine et la Russie, non ? Oui, alors, en plus, si vous voulez, si on regarde un petit peu l'histoire, ça intervient dans un contexte où quand même Donald Trump a trahi les Iraniens 2 fois. Donc, si vous voulez, je veux bien qu'il ne soit pas réaliste. Donc, la première fois, il négociait quand même. Donc, il y avait 5 séances de négociation avec les États-Unis. Et donc, l'Israël attaque juste avant la 6e négociation, en pleine surprise. Les dernières négociations, maintenant, on a plein de bruit comme quoi ces négociations, il y a eu 3 séances de négociation, mais le ministre des Affaires étrangères omanais, un responsable anglais qui a assisté à ces négociations, maintenant nous montre qu'un accord n'était pas loin. Donald Trump, je pense sous pression israélienne qui lui dit que l'Iran est en position de faiblesse, attaque. Donc vous imaginez du côté iranien, maintenant quand Donald Trump leur propose de négocier, il n'y a pas une énorme confiance. Et en plus, alors moi je pense que c'est ça le plus important, c'est le contenu de cette négociation. Dire imposer de cette façon aux Iraniens un certain nombre de points de négociation qu'ils n'avaient déjà pas acceptés avant. Là, ils ont été attaqués. En dehors de, faut le répéter quand même, on dit que le droit international le contenu, mais en dehors de tout cadre de droit international, c'est-à-dire être complètement illégal.
Donc ils ont subi beaucoup de pertes. Leur chef, Ali Khamenei, était assassiné le premier jour, et donc Donald Trump voudrait dire « Ah oui, c'est OK, d'accord, truc super, on accepte ». Non, c'est effectivement ça. Alors, ou bien il envoie des positions maximalistes avec l'idée que la négociation est C'est possible. comme ça qu'il fait en général. Hein C'est comme ça qu'il fait en général. Oui, mais si vous voulez, avec quand même ce qui vient de se passer, où effectivement les Iraniens, par exemple, avaient proposé, maintenant on le sait, 5 années de suspension d'enrichissement de l'uranium, qui donnait des garanties que pendant 5 ans, l'Iran n'a aucun moyen d'accéder à l'arme atomique, et ensuite un enrichissement d'uranium qui soit contrôlé par l'AEA, je crois qu'il y a jusqu'à 20%, et les Américains demandaient 10 ans. Donc, donc on va dire, c'est possible de s'arranger. Et Israël et les États-Unis attaquent. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a à la fois énormément de méfiance. D'ailleurs, les Iraniens l'ont dit, ils s'attendent, ils se préparent à une attaque, éventuellement une invasion d'une des îles dans le sud de l'Iran. Et d'un autre côté, c'est absolument pas possible pour le régime, le système politique iranien, d'accepter tous ces points qui s'apparentent à une reddition. Alors, vous dites, et c'est intéressant, les Iraniens se préparent à une arrivée de troupes américaines. L'annonce a été faite par Donald Trump. Il prépare son plan B, cette carte militaire. Washington qui a annoncé l'envoi de sa force immédiate dans le Golfe. 3000 parachutistes de la 82e division aéroportée de l'armée américaine. Cette unité s'est illustrée sur de nombreux terrains sensibles. Elle est systématiquement appelée d'ailleurs sur le front. C'est ce qu'on nous rappelle ici tout de suite en image Noémie Roche, et on en reparle juste après. Regardez. On les surnomme les All-American. Les parachutistes de la 82e division aéroportée sont entrés dans l'histoire le 6 juin 1944, lors du débarquement en Normandie. Aujourd'hui basée à Fort Bragg, en Caroline du Nord, la division compte près de 19 000 hommes et femmes. C'est la force de réaction immédiate de l'armée américaine. Des troupes capables d'être projetées n'importe où dans le monde en moins de 24 heures. Ultra entraînés, ces soldats peuvent être parachutés sur tous les terrains. Leur déploiement marquerait une nouvelle étape dans le renforcement militaire américain au Moyen-Orient, alors que l'administration Trump accentue la pression sur l'Iran. En parallèle, le navire d'assaut amphibie USS Tripoli, avec plus de 2000 marines à bord, doit arriver d'ici vendredi. Une échéance qui coïncide avec l'ultimatum du président Donald Trump, qui exige que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz. Autre renfort en approche, 2500 marines de la 11e unité expéditionnaire à bord de l'USS Boxer. Des forces spécialisées dans les opérations amphibies. Ces unités pourraient être utilisées pour prendre le contrôle de l'île de Karg, point stratégique des exportations pétrolières iraniennes. Les États-Unis déploient déjà environ 50 000 soldats dans la région, répartis sur un vaste réseau de bases dans une vingtaine de sites, essentiellement au Qatar, au Bahreïn, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Thierry Coville, est-ce que l'escalade vous paraît aujourd'hui inévitable au vu de ce que l'on vient de dire? Est-ce que vous redoutez, vous, les heures, les jours qui vont suivre? De toute façon, depuis que Israël et les États-Unis ont décidé d'attaquer, on est un peu dans l'inconnu, parce que, je le répète quand même, ils ont attaqué, je pense, pensant que ça allait être rapide. Donc, et on voit que tous les jours, alors au début, il y avait l'idée que, maintenant on commence à comprendre, sans doute le chef du Mossad avait menti à Netanyahou en disant oui, Khamenei va être assassiné, il y aura des soulèvements en Iran. Donc au contraire, on voit plutôt de la cohésion du côté du système politique iranien. Il n'y a absolument aucun mouvement du côté de la population iranienne de soulèvement. L'Iran quand même se défend, parce qu'ils font face quand même à la première armée du monde et à la première armée, on va dire, du Moyen-Orient. Ils se défendent comme ils peuvent avec leurs armes, avec le concept de guerre asymétrique. Ils portent des coups, et je pense notamment économiques, avec l'augmentation du prix du pétrole et du gaz et le contrôle du détroit d'Ormuz. Donc on en revient à ce que je disais, effectivement, ils résistent. Tant que Donald Trump n'aura pas compris que s'il veut en sortir, il faut qu'il y ait une vraie négociation, on en parlait, mais une vraie négociation, parce que là, il demande une reddition. Donc, au même je veux dire, ce qu'avait fait Obama, mais dans l'accord de 2015, qui reconnaissent un petit droit à l'Iran d'enrichir l'uranium sous contrôle de l'AIEA. Voilà, et puis demander à l'Iran de limiter son programme balistique. La France se met à la place de l'Iran. Leur seule arme de défense, c'est le programme balistique. Donc on leur dit maintenant, non, mais ok pour une paix, mais vous n'aurez plus droit à quasiment... Qui pourrait ramener Trump à la raison? On a appris tout à l'heure que les pays du Golfe voulaient être partie prenante de la discussion, des négociations. On sait qu'ils sont impactés en premier. Il y a encore 2 morts ce matin à Abu Dhabi. Économiquement aussi, il y a plusieurs secteurs qui sont à l'arrêt en ce moment.
Écoutez, on pense, ce qui est déjà intéressant, c'est de voir les pays que j'ai cités tout à l'heure. La Turquie joue un rôle, je pense, très, très important. Alors qu'ils ont été attaqués 2 ou 3 fois par l'Iran, mais on voit très bien les relations entre, sans doute, la Turquie et l'Iran sont différentes quand celles du pays arabe du Golfe Persique et l'Iran. Donc la Turquie tient un accord et elle voit bien les dangers pour la région. Et l'Égypte, le Pakistan et la Norvège, c'est pas rien. Donc, alors... J'ai envie de vous dire, voilà, j'ai assez de mal à comprendre l'Iran, savoir comment Trump fonctionne, mais on voit très bien aussi, on voit une petite évolution, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de critiques sur la façon dont Witkoff et Kushner, dans la presse américaine, ont négocié. Manifestement, ils n'avaient pas le niveau technique pour comprendre. Il semble qu'ils n'ont même pas compris les propositions iraniennes. Donc, il y aurait Rubio qui s'est intégré. Donc, ce qu'il faut espérer, c'est quand même, il y a une sorte de... Quelque part, j'ai envie de dire, la rationalité l'emporte, que s'ils veulent vraiment un deal, un deal, c'est une négociation, c'est qu'on n'obtient pas tout ce qu'on veut. Donc, qui cède sur certains points, qui regarde ce que veut l'Iran. Je pense que si Trump... Je pense qu'il comprend aussi, on vient d'en parler, le côté fier à bras, oui, ça va très bien, mais si ça va très bien, pourquoi il veut négocier? Donc, il se rend bien compte. D'après ce qu'on sait, son taux de popularité s'est effondré aux États-Unis. Quand même, il y a les élections de mi-terme qui approchent. Il se voit bien qu'avec l'augmentation du prix de l'essence, c'est quand même pas très bon pour lui. Donc, il veut en sortir. Est-ce qu'il est prêt à faire les efforts nécessaires pour arriver à avoir un accord avec l'Iran? Je veux dire, c'est déjà un petit début qu'on parle de négociation. Ensuite, il faut voir le contenu de négociation. Il ne faut pas être complètement pessimiste. Ces militaires, ces hommes d'élite là qui vont arriver sur le terrain, vous pensez qu'ils vont entrer en action tout de suite ou qu'ils attendront un signal comme ça? Alors, faut poser Ils sont déjà entrés en action. Il faut poser la question à quelqu'un d'autre. Non, mais est-ce que c'est dans l'intérêt de Trump de jouer les 2 cartes, la négociation, la diplomatie, et en même temps d'avancer ses pions sur le terrain militaire? C'est un peu ce qu'il a fait avant la guerre, parce qu'il avait amené toute cette armada américaine. Il a commencé à négocier. Il n'a même pas attendu. Il y a eu 3 séances de négociation. Ça n'avait pas fonctionné. Hein. Voilà, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et surtout que moi, ce que j'entends du côté iranien, connaissant un peu l'Iran, c'est que voilà, ce qui est intéressant du côté de Trump, c'est qu'il parle toujours de lui, mais on dirait qu'il n'anticipe pas qu'il peut y avoir une réaction de l'adversaire. Il se pensait, je crois qu'avant les négociations, il y avait une déclaration à retrouver, mais il ne comprend pas que les Iraniens ne cèdent pas dans les négociations. C'est quand même un peuple qui a plusieurs milliers d'années d'existence en termes d'État. Il y a une vieille... culture de la résistance à l'agression étrangère en Iran. Le régime est ce qu'il est, mais si vous voulez... Et on voit très bien qu'il y a quand même un nationalisme iranien. Il s'était préparé à cette guerre. Et surtout, là, s'il commence à pénétrer sur le territoire iranien, très clairement, les Iraniens vont se défendre. Donc, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir des pertes américaines qui contribueraient encore à une baisse de la popularité de Donald Trump? On sait qu'il est très sensible. Donc, on a l'impression que cette idée de toujours passer en force et d'obtenir une reddition... Et puis, je pense qu'il était dans l'idée du modèle vénézuélien. Parce qu'on dirait qu'il cherche un homme fort en Iran avec lequel il pourra passer Non, mais c'est un peu ce qu'on a l'impression. Il n'y en a pas en Iran d'homme fort. C'est un système assez bizarre avec plusieurs centres de pouvoir et c'est plutôt le consensus. Donc, on a l'impression qu'il n'a pas encore vraiment trouvé la formule pour arriver à négocier avec nous. On voit ce qui est arrivé à l'ancien président Venezuela. D'ailleurs, je ne sais pas si on a l'image, mais il est censé se présenter devant la cour, devant le tribunal pour la seconde fois en 3 mois, d'un instant à l'autre. Il a une façon, voilà, on voit ici New York, le tribunal, la cour new-yorkaise. Il a une façon d'agir, quel que soit le terrain. Vous parliez de ce plan de négociation en 15 points. Il avait fait à peu près la même chose entre les Russes et les Ukrainiens. Et d'ailleurs, on n'en parle plus du tout de ces discussions. Ça a là aussi pas donné grand-chose. Parlons peut-être des Iraniens. Vous rappeliez tout à l'heure à juste titre que les Israéliens et Trump, y compris, ont beaucoup misé au début sur la révolte populaire, appelant même les Iraniens à se soulever, à se saisir des institutions. Ça n'a pas été le cas parce que la répression, elle est toujours en cours aujourd'hui en Iran. Est-ce qu'on pourrait en parler? Oui, tout à fait. Je pense que pour comprendre comment ça s'est enchaîné, très clairement, on commence à comprendre. D'ailleurs, c'est le directeur du contre-terrorisme qui l'a dit aux États-Unis, qui a démissionné suite à ça. Très clairement, je pense qu'il y a une erreur d'appréciation des Israéliens et des Américains. L'Iran est en position de faiblesse par rapport à il y a quelques années, à cause de leur axe de résistance avec la chute de Bachar el-Assad s'est affaibli. Il y a une crise économique en Iran. Il y a des problèmes de légitimité. On a vu avec la répression sauvage de janvier. D'un autre côté, c'était peut-être aller vite en besogne en disant ils sont en position de faiblesse, c'est le moment où on va les attaquer et puis tout va bien se passer. Et on voit très bien que là, il y a une erreur d'appréciation. Donc, cette méthode ne marche pas.
Et du côté iranien, effectivement, ils ont dit, alors ça, ils l'ont bien compris. Dès le début, je crois qu'il y a eu des déclarations du chef de la police de Téhéran en disant vous imaginez des gens, c'est-à-dire, moi je suis plutôt spécialiste des questions militaires, mais des gens en situation de guerre, vos déplacements sont limités. Donc pensez qu'il va y avoir des Iraniens qui vont sortir dans la rue en situation de guerre, ils prennent des bombes sur la tête. Il y a déjà 1500 morts civils en Iran. On en parle peu, effectivement, et ça, c'est la partie invisible de ce conflit. Ce sont les civils qui sont en première ligne quand même. Aujourd'hui, on a beau dire que ce sont des infrastructures militaires, stratégiques qui sont visées. Il y a aujourd'hui beaucoup de civils iraniens, mais pas que, qui périssent dans ces frappes. Oui, non, mais c'est ça. Alors, pour répondre à votre question, très clairement, effectivement, il y a eu des déclarations des responsables de la sécurité iranienne en disant que ils menacent la population iranienne. Surtout, n'essayez pas de sortir dans la rue. On sait qu'il y a des forces Basiji qui passent en moto régulièrement dans certains quartiers, d'ailleurs, qui font peur à la population iranienne en criant des slogans plutôt fidèles au régime. Donc de ce côté-là, effectivement, le régime iranien prend toutes les précautions possibles pour éviter un soulèvement. Mais d'un autre côté, non, c'est faux. Enfin, je veux dire, il faut arrêter. J'entendais, je ne sais plus qui dire, oui, c'est les installations militaires ou balistiques qui sont visées. Les usines de construction pharmaceutique, de construction de médicaments, des centres sportifs à Téhéran, les gisements pétroliers, les réserves pétrolières de Téhéran qui permettent de fabriquer de l'essence, entre parenthèses, qui permettent aux ambulances d'arriver à temps, les gisements de gaz dans le sud de l'Iran, les sites historiques d'une valeur inestimable. Normalement, je crois qu'il y a des sigles bleus qui font que c'est un crime de guerre de les attaquer. Par exemple, je sais pas, le palais des 40 colonnes à Isfahan, qui est mondialement connu, il a été abîmé. Le palais du Golestan à Téhéran a été abîmé. Donc effectivement, c'est encore une fable de nous raconter que c'est que des cibles militaires, ces infrastructures civiles qui sont touchées. Ce qui fait réfléchir certains Iraniens. Il y a aussi en Iran, depuis la guerre des 2 jours, l'idée que c'est pas la démocratie. Quand Israël et les États-Unis attaquent l'Iran, c'est pas la démocratie qu'ils veulent. Justement, il y a une chose que ça soit contre-productif, tout ça, et que les Iraniens, finalement, finissent par se ranger derrière le pouvoir qu'ils contestaient il y a un peu plus d'un mois. Personne n'en sait rien, votre question. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, quand la guerre a commencé, il y avait des vidéos sur la BBC Persan, on voyait des Iraniens qui applaudissaient les attaques israéliennes. Ils disaient bravo en persan, etc. En janvier dernier, il y avait les visages de Trump dans les manifestations et on appelait à son intervention. Exactement. D'un autre côté, je vous disais, il y a une perception en Iran que ce n'est pas la démocratie qu'ils veulent, que les Israéliens et les Américains veulent, c'est surtout l'affaiblissement de l'Iran. On en parlait quand même. Pourquoi attaquer les infrastructures civiles ? Ce n'est pas l'affaiblissement de l'Iran qu'ils veulent. Et donc ça, effectivement, on entend, mais c'est impossible de répondre à votre question, on entend ici ou là des gens qui disent « Ah oui, moi j'étais pour qu'il attaque, pour changer le régime ». Je me rends compte que finalement, c'est plus compliqué que ça. Il y a des morts, des destructions. Donc, c'est peut-être en train un petit peu de changer de ce côté-là. C'est pas écarté. En tout cas, les Iraniens ne sont pas dupes. C'est ça l'idée qu'il faut retenir aussi peut-être dans tout ça. On veut se libérer du joug du régime, mais pas à n'importe quel prix non plus. Est-ce que vous avez été surpris, vous, de la capacité, de la force de réponse des Iraniens? Les Américains ont tenté de les réduire à néant en quelques heures, quelques jours. Trump disait très vite le régime est anéanti, les capacités militaires sont anéanties. On voit aujourd'hui que non. Oui, c'est déjà, je pense qu'il y a un côté un peu méprisant. On parle de Trump là, quand il parle des autres pays. Enfin, je veux dire, il y a un côté un peu, je vais dire presque néocolonialiste. Donc voilà, en gros, c'est un petit pays un pays du Moyen-Orient. Nous, on est la première armée du monde. Donc pourquoi ils nous résistent? Donc non, mais effectivement, alors les Iraniens, l'armée iranienne ne fait pas le poids sur le plan militaire, ils le savent très bien, mais ils se préparent depuis des années, très très longtemps. Et le problème qu'on a avec l'Iran, c'est que comme il y a un côté, on est le bien, nous. Hein, c'est pas vous qui vous dites ça, mais on est le bien et eux, ils sont le mal. Donc forcément, ils sont bêtes. Il y a un peu de ce côté-là dans la façon de présenter les choses. Ils se préparent à cette guerre depuis longtemps. Il y a le concept de guerre asymétrique, c'est qu'on porte des coups à l'adversaire et on est prêt à encaisser beaucoup de coups, et c'est ce qui se passe. Mais les coups qu'ils portent, ils peuvent faire très mal, notamment le contrôle du détroit d'Ormuz. Je pense qu'ils ont bien vu le point de faible de Donald Trump. Et très clairement, avec leur programme balistique, on nous expliquait, rappelez-vous, dès le début, oh oui, le programme balistique, il n'y a plus de lanceurs, etc. Très clairement, ils s'étaient préparés à cette guerre. Bon, très clairement, ils s'y étaient préparés. J'entendais, alors moi je ne suis pas du tout spécialiste des questions militaires, je vous dis, mais j'entendais des experts iraniens qui disent qu'ils se préparent à tenir de 3 à 6 mois.
Ils ont dit qu'ils pouvaient tenir jusqu'à 6 mois. Oui, c'est ça. En attendant, il y a le pétrole qui monte. Ça, c'est l'épine dans le pied, la grosse épine dans le pied de Trump. Vous rappeliez tout à l'heure l'échéance électorale qu'il attend aux États-Unis, les midterms, le pétrole qui monte de 5% avec les incertitudes autour de ces négociations. C'est ça qu'il presse Donald Trump aujourd'hui. Ah oui, très clairement. Très clairement, toutes ces, quelque part, j'allais dire, gesticulations sans avoir un avis négatif. Mais de le côté, je veux vraiment trouver une sortie de crise, etc., parce qu'il n'en parlait pas avant. Donc pourquoi ils ne veulent pas négocier, etc. Je pense que très clairement, les Iraniens ont mis quelque part le doigt là où ça faisait mal. C'est leur carte à jouer, ça. Les connaissant, si vous voulez, déjà, c'est dans la culture iranienne, le rapport de force est très important. Avec tout ce qui s'est passé, dont on vient de parler, dire, toutes les trahisons quand même de Trump qui les a attaqués en pleine négociation, alors là, par exemple, pour les faire lâcher le contrôle des trois d'Ormuz, ça va être quelque chose. Ils ont bien compris que c'était un point faible de Trump, donc ils sont en pleine... On en parlait, c'est une sorte d'épreuve de force. Et ils ont bien compris que c'était un point faible de Trump, tout à fait. Avec un pied qui est fait quand même aux Américains, parce que tout à l'heure, on apprenait que certains navires sont autorisés à passer le détroit des bateaux malaisiens, notamment. Donc, de quoi peut-être susciter encore plus l'agacement du président américain aujourd'hui. Oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure. C'est que il y a un côté, comment dire. Alors, Fred, vous posez la question à un spécialiste des États-Unis, mais on a l'impression de l'application de la force militaire brutale, mais il y a ce qui n'est complètement évacué du côté de Trump. Je pense que les généraux américains le pensent. C'est la réaction iranienne est toujours sous-estimée. Enfin, moi, je suis pas du tout spécialiste des questions militaires, mais si l'Iran est attaqué et considère que c'est une attaque qui met en jeu ses intérêts vitaux, ce qui est manifestement le cas, il pouvait quand même fermer le détroit d'Ormuz. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi, enfin, il pouvait peut-être y penser un petit peu avant. Vous voyez, il nous explique qu'il pense à tout, etc. Pourquoi il n'y a pas pensé avant? Et ça provoque quand même une crise économique aux États-Unis, mais ça a des répercussions mondiales. Tout à fait. Merci beaucoup Thierry Coville d'avoir été l'invité de l'info du jour. Évidemment, on va continuer à suivre de près ces potentielles discussions, ou en tout cas cette liste de vœux présentée par les Américains. Donald Trump s'est réveillé il y a un peu plus d'une heure. Maintenant, on ira prendre le pouls, évidemment, pendant cette émission dans les différentes parties de la région. Reste avec nous. Dans quelques instants, ce sera le journal de Paris Direct. À tout de suite.